Alors, l'open data consiste pour une administration ou une entreprise à donner accès au grand public à ces données, une démarche qui ne va pas nécessairement de soi quand on connaît la valeur économique que peuvent avoir ces données. Sachez que sur Internet, votre numéro de téléphone, qui peut être utile à des fins commerciales, peut valoir entre 19 et 32 centimes. Imaginez la valeur de vos habitudes de consommation. Eh bien, en réalité, l'open data, c'est strictement l'inverse de cet usage commercial. Il s'agit de mettre des dispositions anonymisées au service et à la portée de celles et ceux qui pourraient les employer à améliorer les services et à en créer de nouveaux. Au fond, c'est une manière de nourrir l'intelligence collective. Et pour mieux vous expliquer de quoi il retourne, j'accueille deux personnes qui œuvrent chacun à leur manière à cette ouverture des données. Il s'agit de Véronique Lacour, directeur exécutif du groupe EDF, en charge de la transformation et de l'efficacité opérationnelle, et Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique, rattaché au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Lacour, Monsieur l'ambassadeur, soyez les bienvenus sur ce plateau des Electric Days. Monsieur l'ambassadeur, il y a bientôt 10 ans, l'État français crée Etalab. Etalab, c'est une structure qui a justement pour but d'ouvrir, de partager et de valoriser les données publiques. L'État, à ce moment-là, était pionnier en la matière. C'est la première plateforme publique à héberger et à offrir, d'une certaine manière, ce genre de données. Pourquoi est-il si important pour un État de donner accès à cette open data? Vous savez, il y a 25 ans, j'ai créé ma première boîte Internet, une web agency, et les gens me disaient « mais pourquoi faudrait aller sur Internet ?» Et je leur disais « il y a tellement de réponses ». Et l'open data, c'est un peu la même chose. J'ai des dizaines d'histoires de gens qui ont ouvert des données sans savoir pourquoi, et on a découvert des usages stupéfiants quand on s'est mis à travailler avec les données, à jouer avec, à les croiser avec d'autres données, etc. Pour l'État et les collectivités locales qui parfois étaient pionnières, l'État n'a pas été le tout premier en France à s'approprier ces sujets. Il y a 3 raisons majeures. La première, elle est toute bête, elle est super importante, c'est la démocratie. Notre Déclaration des droits de l'homme, notre Constitution, dit que la société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration. Savoir en vrai quelle est la population carcérale, combien il y a de profs par élève, combien d'accidents de la route, à quelle heure, où. C'est un droit des citoyens et l'État, aujourd'hui, après Internet, peut le faire. Et comme on peut le faire et qu'on doit le faire, il faut le faire. Il y a une deuxième raison qui est l'innovation. En fait, l'open data, c'est un chemin incroyable vers l'open innovation. Vous ouvrez des données, des gens arrivent, ils disent « mais on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça ». Vous mettez un cadastre en ligne, quelqu'un fait un outil pour que les handicapés trouvent les trottoirs surbaissés et calculent des itinéraires. Vous ouvrez les licences sportives et les gens vous trouvent les meilleurs sports par région, par ville, etc. Et la troisième raison, et je vais terminer avec ça, c'est pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, combien de fois, et je pense que c'est pareil dans une entreprise de la taille d'EDF, on voudrait savoir, mais juste la liste des communes en France et combien il y en a, et la liste des, maintenant que je suis au Quai d'Orsay, la liste des États reconnus par la France, leur classification. Et c'était dans le bureau d'à côté et on ne le savait pas et on ne sait pas où les trouver, etc. L'open data, c'est quand même un chemin de simplicité et d'efficacité. Je me souviens effectivement m'être posé cette question à l'époque où j'ai été étudiant à Sciences Po et on nous demandait tout le temps combien il y a de communes en France. 36 400 et quelques. Pour tout dire, il y a encore 3 listes qui existent et qui sont concurrentes. D'accord. Bon, ça me rassure du coup de ne pas savoir complètement le résultat. Madame Lacour, EDF justement se lance dans l'open data. Maintenant, c'est une démarche qui a des objectifs de transparence et de modernisation. Mais au fond, quel est le contexte? Pourquoi maintenant? Alors, chez EDF, nous sommes très engagés dans la transformation numérique et les données sont au cœur de cette transformation. Et nous menons beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovations qui s'appuient sur l'utilisation des données pour proposer des services innovants à nos clients, mais aussi pour améliorer nos process internes. Et la transformation, c'est le numérique, ce sont les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle qui est nourrie par les données. Mais la transformation, c'est aussi une question de posture, une question d'ouverture et une question de partage. Et avec l'open data que nous ouvrons aujourd'hui, au-delà du numérique, nous montrons que l'entreprise se transforme. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'ouvrir toutes les données d'EDF.
il ne s'agit pas d'exposer des données personnelles, mais parmi toutes les données que nous traitons, que nous créons, que nous manipulons, certaines sont déjà publiques. Elles sont disponibles, publiées sur différents supports, sur notre document de référence. Elles sont disponibles sur notre site Internet. Elles sont disponibles sur d'autres sites Internet. Et avec ce nouveau média, nous voulons rassembler en un seul endroit les données qui sont déjà publiées pour qu'elles soient encore plus accessibles à un plus grand nombre. Et donc l'objectif, c'est que ces données soient réutilisées, qu'elles viennent nourrir l'innovation, nourrir la créativité, qu'elles viennent nourrir la curiosité, puisque beaucoup de personnes y auront accès, et qu'elles viennent alimenter le débat autour de la transition énergétique. Vous faites ça volontairement? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que c'est l'esprit du temps? Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes? Ou est-ce que vous vous êtes dit, au contraire, il est utile, il est important maintenant de pouvoir essayer le plus possible d'être là aussi, j'allais dire, utile à celles et ceux qui veulent innover? Alors c'est une démarche qui est volontaire. Nous avons choisi d'ouvrir ce nouveau média, cet Open Data, pour donner accès au plus grand nombre à des données qui certes sont déjà disponibles, mais les gens ne savaient pas forcément où aller les chercher, ou on ignorait tout simplement qu'elles existaient. Et notre démarche, c'est une démarche d'entreprise ouverte, d'une entreprise qui partage des données et qui souhaite informer sur un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui disponibles en Open Data. Monsieur l'ambassadeur, vous avez dirigé Etalab notamment. Est-ce qu'il était facile ou évident pour les administrations de vous donner ces données, de leur donner librement accès? J'ai une question parallèle à celle-là, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus efficace parfois de contraindre et donc de demander ces données, ou au contraire de le faire d'une manière volontaire? Bon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour plein de raisons, dont certaines sont très bonnes. D'abord, vous y avez fait allusion, il y a des données qu'on ne partagera pas. Celles qui parlent de la vie privée des gens, celles qui parlent de sécurité nationale, celles qui sont protégées par une propriété intellectuelle. Et donc, parfois, quand on n'est pas habitué avec les données, on ne sait pas, on a un jeu de données, mais on ne sait pas si on a le droit de l'ouvrir, s'il faut l'ouvrir, etc. Ensuite, il y a de moins bonnes raisons. Enfin, il y a une autre bonne raison, c'est que l'administration, elle se reconnaît depuis des siècles un devoir de discrétion. Elle a l'impression qu'elle ne doit pas parler, qu'elle ne doit pas s'exposer. Et puis, il y a de moins bonnes raisons, y compris, mais ils vont peut-être voir qu'on avait fait des erreurs, ou alors, mais alors ils vont peut-être gagner de l'argent avec le travail qu'on a fait. Donc, ce n'est pas facile. L'État, finalement, il a contraint un peu. Aujourd'hui, la loi République numérique, depuis 3 ans, reconnaît qu'il y a un devoir de l'administration de partager toutes les données. Pour son propre compte, on s'est contraint. Mais ça ne suffira jamais. Une énorme administration, et après tout, EDF, c'est une énorme structure. Si vous ne convainquez pas les gens, il y a plein de manières de se dérober et de ne pas faire ce dont vous êtes, ce qui vous est requis. Et la vraie question, c'est de trouver un sens. Et je le redis, le principal sens, c'est que ça vous allie à des communautés. Quand vous faites de l'open data, et si vous prenez soin, il ne faut pas juste jeter ces données dans la nature, de parler aux gens qui en font quelque chose, d'apprendre d'eux, si vous acceptez qu'ils vous défient, qu'ils vous questionnent, si vous prenez soin de répondre à ces questions, vous entrez dans une démarche d'amélioration de votre entreprise, de votre administration, de vos processus, qui peut vous amener très très loin. Est-ce que ça suffit, à votre avis, à convaincre certaines entreprises? Vous venez de parler de challenge, des vrais échanges avec cette communauté. Au-delà de peut-être cette promesse d'améliorer les services, comment est-ce qu'on peut inciter des entreprises plus ou moins grandes, justement, à accompagner ce mouvement vers l'open data? Alors là, il va falloir démoyenner, ça dépend des données. Il se peut, c'est à la mode en ce moment, il y a la mission Botorel qui va bientôt remettre ses conclusions, que l'État décrète un jour qu'il y a des données d'intérêt général qui, en beau venir du secteur privé, sont tellement d'intérêt général qu'il faudra les partager. Vous voyez bien que sur le transport, par exemple, personne ne peut modéliser un système de transport s'il n'a pas les données des taxis, des autocars, de la SNCF. Donc elles ne sont pas toutes publiques, mais si on veut comprendre comment vit une ville, il faut toutes les données. Il se peut que, donc parfois, peut-être que certaines entreprises se verront demander par la loi de partager des données. Ensuite, moi j'ai envie de dire, il faut vraiment avoir une stratégie de données et une stratégie d'ouverture. Il y a aussi des entreprises qui se croient protégées parce qu'elles ont leurs petites données et qui ne se rendent pas compte que naît autour d'elles un système d'information
Parce qu'aujourd'hui, on sait faire des microsatellites qui coûtent peanuts. On peut reconstituer des données par d'autres opérateurs. Amazon vend des médicaments maintenant, donc ils ont des données de santé. Et moi, je dis souvent, attention les amis, si vous croyez que vous êtes tranquille avec vos données, et ce que vous croyez être un monopole sur la donnée, vous allez découvrir que dans le numérique, il y a plein d'autres gens qui savent fabriquer les mêmes données, qui, eux, vont construire un écosystème d'innovation. Et un jour, vous serez juste obligé d'en passer par là, et vous ne serez plus le patron de vos données, quoi. Mais pour autant, et je termine juste avec ça, il faut aussi se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train d'allumer une plateforme qui va m'enfermer? Donc il ne faut pas juste que je livre mes données, je ne sais pas moi, à Google Maps par exemple, qui ensuite va dire, maintenant vous bossez dans Google Maps et à mes tarifs et à mes conditions. Donc il faut vraiment une stratégie, il faut la réfléchir. Je ne dis pas l'ouverture à tout prix, quoi qu'il arrive, c'est toujours ça la bonne stratégie. Mais on peut peut-être terminer avec ça. La seule chose dont on peut être sûr, à coup sûr, c'est que si personne n'utilise vos données, il y a une valeur là qui n'a pas été réalisée et que c'est du gâchis. Alors, justement, ces données-là, celles qui peuvent avoir une valeur, est-ce que c'est celles-là que vous allez partager? Au fond, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez décidé de partager chez EDF et qui peut y accéder? Alors, qui peut y accéder? La réponse est très simple, tout le monde. Vous avez accès aux données en open data, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ont accès en open data. Elles sont disponibles depuis aujourd'hui pour tous les gens qui ont envie de les découvrir, que ce soit des territoires, des startups, des chercheurs. Les données sont disponibles pour le grand public et j'espère qu'on aura beaucoup de curiosité. Pour les salariés aussi, elles sont disponibles et d'ailleurs, ils en sont les bénéficiaires et les salariés sont même à l'origine de la plateforme Open Data. Ce projet d'Open Data est né lors de notre grand dialogue d'entreprise Parlons Énergie, au cours duquel nous avons eu des ateliers de créativité, d'intelligence collective. Et les salariés ont souhaité disposer d'un endroit, d'un lieu où ils pourraient trouver les données validées de l'entreprise, des données disponibles, tout simplement pour éviter de perdre du temps. Perdre du temps à chercher une donnée, perdre du temps à s'assurer que la donnée qu'ils ont est bien la dernière donnée validée. Et nous avons souhaité, tout simplement avec ce projet, leur simplifier la vie. Ils ont été les premiers utilisateurs de cette plateforme Open Data qu'ils utilisent depuis juillet. Ils nous ont fait remonter des informations. Et au fil du temps, nous nous sommes dit que ces données pouvaient aussi avoir de la valeur pour l'externe, pouvaient aussi simplifier la vie de gens à l'extérieur, pouvaient aussi informer d'autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité créer ce nouveau média, ce média d'Open Data, qui permet d'ouvrir des données au plus grand nombre et au grand public. Permettez-moi d'insister, parce que depuis tout à l'heure, vous me dites ces données. Certes, très concrètement, lesquelles? Qu'est-ce que moi je peux trouver sur la plateforme Open Data d'EDF? Alors, vous allez trouver aujourd'hui une dizaine de jeux de données, qui sont des données qui étaient déjà publiées sur d'autres supports. Vous allez trouver des données autour de 4 grands thèmes, qui sont le groupe EDF, la consommation, la production, la transition énergétique. Alors, par exemple, dans ces 4 domaines, vous allez trouver des données financières sur EDF. Vous allez trouver des indicateurs de performance extra-financière. Par exemple, vous trouverez le taux de véhicules électriques dans la flotte d'EDF. Et vous verrez également la cible que nous nous sommes fixée à 2030, 100% de véhicules électriques dans la flotte. Et vous pourrez régulièrement voir comment comment nous avançons vers cet objectif. Vous trouverez également les émissions directes de gaz à effet de serre d'EDF. Vous trouverez l'origine de l'électricité qui est fournie par EDF. Vous trouverez l'implantation de nos centres de production nucléaire et thermique. Et tout cela soit sous des formes brutes, avec des possibilités d'extraire des listes de données, de les télécharger pour les travailler, ou pour des données qui sont déjà mises en forme sur la plateforme, avec des graphiques qui montrent l'évolution des valeurs, l'évolution des taux dans le temps, où vous aurez des cartes géographiques avec notamment ces moyens de production. Où se trouvent-ils en France? Donc vous aurez soit accès à la liste,
soit accès à une carte qui vous présente où sont implantés nos moyens de production. Donc ce sont des données qui sont extrêmement variées. Pour l'instant, nous avons une dizaine de jeux de données au moment où nous ouvrons cette plateforme et nous avons bien l'intention d'enrichir la plateforme Open Data avec d'autres jeux de données. Pardonnez-moi une question qui est peut-être celle d'un béotien de l'open data, mais on en fait quoi de ces données? Alors, elle est effectivement pour vous deux. Je précise, c'est-à-dire que dans ce que vous me donnez, j'ai l'impression que c'est un outil pour découvrir mieux l'entreprise, pour avoir accès à certaines informations, mais comment est-ce qu'on rend ces données opérantes? Madame Lacour et Monsieur l'ambassadeur juste après. Alors, pour toutes ces données, nous l'objectif que nous avons, c'est bien de créer de la valeur. Créer de la valeur, ce que l'on souhaite, c'est que des projets naissent grâce à nos données. On espère que des gens seront mieux informés. On espère alimenter le débat autour de la transition énergétique, donner de l'information sur les enjeux énergétiques, sur les enjeux environnementaux. On espère vraiment que des gens vont réutiliser ces données. Et alors, pour faire quoi? J'aimerais pouvoir savoir exactement ce que feront les gens avec ces données. Je serais vraiment très fière si des projets d'innovation naissaient de l'utilisation des données que nous avons données en open data. Et j'espère bien avoir l'occasion de découvrir des projets qui naîtront de ces données open data. Que nous pourrons d'ailleurs découvrir lors de peut-être de la prochaine édition des Electric Days. Exactement. Donc l'année prochaine aux Electric Days, j'espère que nous présenterons des projets innovants qui sont issus des jeux de données que nous avons donnés et mis en accès libre en open data. Monsieur l'ambassadeur, vous avez réagi immédiatement à ma question. Parce que d'abord, je pensais qu'il y a 30 ans, donc avant de rentrer dans le numérique, je faisais des éco-bilans. Donc j'étais dans une entreprise qui calculait l'impact sur l'environnement de produits. Et donc on modélisait tout, la production du produit, son transport, sa consommation, son recyclage. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas le mix énergétique de l'électricité française. Et donc on prenait des ABAC qui venaient de l'Université Polytechnique Fédérale de Lausanne et on mettait juste un petit astérisque en disant « probablement en France c'est mieux, mais on n'a pas le chiffre ». Donc par exemple, un usage, si on a le mix de production, c'est que quand on dira à une autre entreprise votre véhicule électrique, votre machin, votre truc, votre emballage, il a jeté tant de carbone, on partira des chiffres réels, actualisés, du mois même où on aura fait l'enquête. Et puis là, juste pour donner un autre exemple, en venant, je me demandais à mon fort intérieur si finalement le confinement avait fait qu'on avait consommé plus ou moins d'électricité. Et ben, si avec l'éco-bilan, non, avec l'open data d'EDF, je pourrais regarder en comparant 3 années de suite et en disant l'année du confinement, voilà ce qui s'est passé. Parce que je voudrais juste dire ça, ce qui est intéressant dans l'open data, ce n'est pas seulement la transparence, c'est qu'on met les données dans des formats très faciles d'utilisation, avec une liberté totale de faire ce que bon nous semble. Et cette baisse de la barrière à l'entrée d'utilisation de la donnée, elle permet à des tas de gens d'expérimenter des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'il avait fallu remplir un formulaire, attendre une réponse. Il y a sûrement 20 startups qui vont dire aux gens « je vais vous signaler quand vous devez couper votre machine à laver parce qu'on est en surconsommation » si vous avez du temps réel dans votre consommation. Alors, on ne sait pas encore. Là, il faudra venir au temps réel. J'entends le mot confiance et transparence dans ce que vous venez de dire. Enfin, vous avez cité la transparence, j'y ajoute peut-être la confiance. Vous nous parliez tout à l'heure de la possibilité parfois d'avoir des données enfermées, c'est-à-dire dans des systèmes qui ne dépendent pas complètement de nous. Par définition, ces données sont accessibles partout, Internet n'a pas vraiment de frontières. Quelle est la position de la France que vous représentez sur ces questions, sur le sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on, à la fois, on aborde cette question d'open data et en même temps de souveraineté des données? Alors d'abord, en national, on a pris une décision au moment de la loi République numérique, il y a 3 ans, c'est qu'on autorise 2 formes de licence. Donc en général, l'open data, comme je l'ai dit, ça va permettre toute utilisation, point barre. Prenez les données, faites ce que bon vous semble. Pour certains jeux de données qui ont potentiel de devenir la plateforme où va se passer l'innovation, en fait, comme des grands jeux de données de transport ou de géographie, on a mis des licences avec une clause de partage à l'identique. On a dit, vous pouvez prendre ces données, mais ce que vous faites avec, vous le repartagez avec la communauté, pour pas que vous puissiez dire, je prends un jeu de données, je l'améliore un tout petit peu et je prends 100% des usages. Donc parfois,
on pousse une politique qui est attentive à faire naître un commun numérique et pas seulement une donnée qui circule de manière libérale. Je dis exprès ce mot parce que ça rappelle des débats qu'on a eus sur le reste de l'économie. Jusqu'où faut-il libéraliser les échanges? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, à l'échelle internationale, la France, elle promeut, elle s'est rangée d'ailleurs à une proposition du Japon de promouvoir ce qu'en anglais on appelle le Free Flow of Data with Trust. Et donc on a dit, globalement, l'économie mondiale s'en trouvera meilleure si le plus de données circulent. On voit bien que sinon, les pays qui ont le plus de données prennent le monopole sur l'intelligence artificielle. Enfin, c'est important que la donnée circule. Mais on a dit avec une certaine sécurité. Cette sécurité, c'est d'abord la vie privée. Et en Europe, on est protégé par le RGPD. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est notamment s'assurer que puisqu'on ouvre, il n'y ait pas en anglais on dit des re-enclosures, qu'il n'y ait pas des gens qui referment tout ça à leur seul profit. Et qu'on construise les sécurités internationales dont on a besoin pour que l'ouverture, ça ne fasse pas une accumulation dans un seul pays, quoi. Donc la France continue à travailler très ardemment sur ces questions. Et peut-être je dis juste ça, derrière l'open data, elle défend aussi le gouvernement ouvert. C'est-à-dire l'ouverture des données, c'est bien. Mais si ça va vers la concertation, l'ouverture à la contribution, une démocratie plus large et qui implique plus de monde, c'est encore mieux. Il ne suffit pas d'être transparent. Vous parliez à l'instant de la RGPD, c'est une directive et un règlement qui est venu directement de l'Union européenne. On a parfois l'impression, lorsqu'on regarde ce sujet, que l'Union européenne ne se bat pas complètement à armes égales face à des géants numériques, qu'ils soient américains ou chinois. Est-ce que c'est une vue de l'esprit et au contraire, faut-il voir par la RGPD une vraie forme de leadership européen sur toutes ces questions ? D'abord, on pourrait presque dire que c'est une idée française, le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, puisque c'est au fond la transposition par l'Europe de la loi informatique et liberté de 1978. Et ça nous a tous frappés, ça a montré une capacité de l'Europe de créer des standards internationaux. Parce qu'aujourd'hui, le Japon, bientôt l'Inde, le Mexique, la Californie, etc., ont aussi passé des lois qui sont des quasi-RGPD. Et donc aujourd'hui, le standard international, c'est de dire, si quelqu'un utilise des données personnelles, il lui faut le consentement de l'utilisateur. Et finalement, il devient préférable pour une entreprise, le plus gros marché pour une entreprise, c'est le marché sous sécurité RGPD. Donc ça devient presque un avantage compétitif. Et donc l'Europe commence à se dire, oui, qu'elle est peut-être capable parfois d'imposer sa norme comme une norme internationale. À tel point, c'est paradoxal, que nous, au ministère des Affaires étrangères, on leur dit, attention, dans le numérique, les patrons, c'est quand même ceux qui créent. Et on peut imposer durablement ces normes si on est des champions de la création, si on a des start-up, si on a des grands groupes, si on a de la recherche, si on a des artistes. Ne croyez pas qu'il suffit de décréter des normes dans son coin. Mais il faut savoir qu'on en est capable. Et le RGPD nous l'a prouvé et l'a prouvé au reste du monde. Alors, c'est un sujet qui intéresse visiblement beaucoup de celles et ceux qui nous suivent. Et j'ai pas mal de questions justement sur cette initiative d'EDF de créer, justement, comme vous le disiez. J'ai une question de Karine qui n'est pas complètement critique, mais qui pose une question assez franche. Elle dit que vous décrivez vous-même, Madame Lacour, l'initiative d'Open Data comme un nouveau média du groupe. Elle reprend vos propos. Mais si c'est un moyen de communication, nous dit-elle, faut-il comprendre que vous ne sortirez que les données qui vous arrangent? Alors, déjà, sur ce sujet de nouveaux médias, oui, en effet, c'est un nouveau média puisqu'on y diffuse de l'information qui était déjà publiée sous une autre forme. Alors, quand on prend ces autres formes, elles donnaient peut-être plus de contexte, plus d'explications, peut-être plus de nuances, qu'on va trouver plus d'explications sur le site internet ou dans le document de référence. Là, les données sont des données avec quelques explications, mais quand même assez brutes. Et c'est un média sur lequel on diffuse des données qui sont déjà publiées. Donc ce ne sont pas les données qui nous arrangent ou qui ne nous arrangent pas. Nous ne publierons pas de données personnelles. Nous ne publierons pas de données sensibles. Nous publierons des données qui sont déjà publiques, déjà publiées et pour lesquelles il y a un intérêt à les proposer en open data. Donc en aucun cas, nous mettrons sur ce que j'ai appelé un média des données qui ne respecteraient pas la réglementation, notamment le RGPD ou d'autres réglementations. Ce n'est pas un média pour diffuser des données de cette nature, des données personnelles ou des données sensibles. Donc nous commençons, comme je vous l'ai dit,
avec une dizaine de jeux de données. Et l'important, c'est de se dire, on se lance dans ce sujet de l'open data, on ouvre ce nouveau média et progressivement, nous ouvrirons d'autres jeux de données, mais toujours en étant extrêmement respectueux de la protection des données personnelles et de la protection des données sensibles. J'ai Marc qui me pose une question qui, je pense, va bien avec votre réponse à l'instant. Il demande s'il y a un risque que ces données soient falsifiées. Alors la falsification des données, on rentre dans un autre sujet qui est le sujet de la cybersécurité, des gens qui pourraient s'introduire dans une plateforme et qui pourraient changer la nature même de la donnée. Donc le risque, il n'y a jamais pas de risque, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais il n'y a pas plus de risque dans une plateforme open data que dans un autre système. Donc nos données sont très protégées, elles sont hébergées chez un prestataire très protégé et ce n'est pas un risque aujourd'hui que je considère comme important. Je me retourne vers vous, Monsieur l'Ambassadeur. Je voudrais revenir une dernière fois sur cette expérience que vous aviez à Etalab. Justement, cette question de la sécurité, vous nous parliez tout à l'heure de l'attitude très particulière que peut avoir une administration parce qu'elle connaît si bien la vie des gens. Comment, pour les entreprises et tous les partenaires qui voudraient aller dans l'open data, où est-ce qu'on peut placer le curseur sécurité-ouverture ? Mais déjà, j'ai bien aimé votre réponse, Mme Lacour. Souvent, les gens ils se disent s'il y a de la transparence, il va y avoir du danger, alors qu'en fait, c'est pratiquement même l'inverse. Le système destiné à être ouvert n'est pas plus piratable que le système destiné à être fermé. Les erreurs se repèrent plus vite. Souvent, les gens ils croyaient aussi que si on se mettait en logiciel libre, alors on serait plus facilement hackable que si on avait un logiciel propriétaire. C'est l'inverse. Tous les backdoors des logiciels libres sont connus, alors que ceux des systèmes propriétaires ne sont pas connus. Donc ensuite, oui, le risque, on le connaît, ça pourrait arriver qu'une puissance étrangère ou un groupe de hackers s'amuse à tordre une donnée pour faire prendre des mauvaises décisions. Donc il faut vérifier l'intégrité de son système. Mais en vérité, je le redis, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce qu'on est dans une démarche de transparence qu'on s'est mis en vulnérabilité. En vérité, ça n'a rien à voir.